Bienvenue à tous. Merci d'être là en ce dimanche matin pour parler d'un super sujet qui est la fiscalité et la comptabilité pour les cryptos. J'en suis sûr que ça va passionner tout le monde. Donc déjà, merci d'être là. Merci à Block Expo de nous permettre de parler aujourd'hui et de vous présenter ce sujet. Je vous présente rapidement mes intervenants. Donc, vous allez avoir Grégoire Loustalé, qui est avocat fiscaliste au barreau de Paris, fondateur du cabinet LWM et cofondateur de Compta Crypto. Et vous allez avoir Omar Chiki, qui est collaborateur comptable au sein du cabinet Fox Audit, donc un cabinet particulièrement spécialisé dans le Web3 et dans les cryptos. Et aujourd'hui, il va aussi nous apporter son expertise sur cette partie-là. Donc, vous allez voir, on reste sur un sujet fiscal compta pour un dimanche matin. Donc, du coup, je vais pondérer la présentation avec quelques questions où je vous ferai aussi un petit peu interagir, comme ça on s'endort pas. Donc, justement, on a une très belle question et normalement, vous allez me faire une belle standing ovation demain. Dans l'assemblée, qui est phobique administratif ici? Eh ben, les gars, c'est pas gagné. Ok, super, bon, on va essayer de vulgariser tout ça, ça va bien se passer. Donc là, vous aurez un sommaire que vous pourrez retrouver dans la presse qu'on vous donnera après à la fin. Donc normalement, chacun d'entre vous, vous allez vous retrouver dans un de ces profils. Donc nous, on va faire un focus aujourd'hui surtout sur les focus que vous retrouverez un petit peu dans les carrés dorés. Donc là, c'est les profils d'investisseurs type que vous pouvez être. Donc notamment, vous allez avoir des profils plutôt de traders, de paiement. Donc là, des personnes qui vont plutôt placer de l'argent, faire du trading assez simple en spot. Ou sinon, si vous allez recevoir des paiements, par exemple, imaginons que vous payez des fournisseurs ou vous fassiez payer par des clients, par exemple, ça, vous allez rentrer dans cette configuration. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être des placements. Donc, par exemple, si vous faites du staking, du farming, du yield farming, du lending, voilà, avec du levier. Et sinon, vous allez avoir deux autres profils qu'on ne parlera pas trop, mais si vous avez des questions, je sais que dans l'assemblée, il y en a, par exemple des mineurs, le projet Blob notamment, donc du coup, voilà, qui peut avoir des questions. Également, pour des personnes qui sont peut-être émetteurs de NFT ou des personnes qui se positionnent simplement sur des NFT, par exemple, vous pourrez nous poser également des questions. Voilà, c'est une petite question qu'on met pour savoir un peu, pour poser le cadre. Ici, donc du coup, dans l'assemblée, qui a fait des plus-values? Alors évidemment, si vous voulez pas participer, n'hésitez pas, mais qui a fait des plus-values ici dans cette salle? Ok. On aura cette question après-midi. Donc là, je vais passer la main maintenant à Grégoire, qui va vous expliquer un petit peu le cadre réglementaire sur lequel repose un petit peu tout ce qu'on va dire. Et donc du coup, Grégoire, je te passe la main. Ok. Bonjour à tous. Ouais, donc la fiscalité, vous le savez tous, en France, c'est le truc qui est vraiment pas simple, qui fait peur à tout le monde. Et généralement, quand on commence à parler de fiscalité, les gens partent en fait, ou arrêtent sont intéressés, mais passer un moment, on, on perd les gens. Donc je vais essayer de vous expliquer grosso modo comment ça fonctionne. Le point, c'est en matière de fiscalité, ce qui nous importe, c'est de savoir, dans un premier temps, quelles sont les opérations qui sont réalisées, de les qualifier juridiquement. Et sur cette base de qualification juridique, on va pouvoir déterminer le régime d'imposition. Donc, si vous voulez, de manière assez simple, lorsqu'on achète et qu'on revend des tokens, on a une activité d'achat-revente de biens d'un point de vue d'un point de vue juridique. Et cette activité d'achat-revente, en principe, au départ, c'est considéré comme étant une activité industrielle et commerciale. Après, si on le fait pas de manière habituelle, à ce moment-là, on est dans la simple gestion de son patrimoine personnel. Donc, on a des régimes d'imposition qui sont différents. Quand on est occasionnel, on va être considéré comme gérant de notre propre patrimoine. Et cette gestion de patrimoine va être imposée dans le régime de plus-value, qui est un régime de faveur. On a mis en place en 2019 un régime spécifique pour les plus-values crypto, dont on va parler juste après. Là où il faut faire attention, c'est que ce régime-là, qui est très intéressant en France et que beaucoup de pays européens nous envient, permet un sursis d'imposition dès lors qu'on fait des échanges crypto-crypto. En revanche, dès lors qu'on récupère des monnaies fiat, alors ça tout le monde le connaît, mais ce qu'on sait moins, c'est que lorsqu'on utilise ces cryptos pour acheter des biens ou des services, on a aussi un fait générateur d'imposition. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Binance avait eu cette grande idée de créer des cartes bleues qui vous permettaient de payer en crypto. Et en fait, sur ces cartes, ce qui se passait,
c'est que c'était converti en euros et ensuite ça servait à payer. Et donc cette conversion était imposable. Donc beaucoup de gens m'ont dit non mais c'est bon, c'est des cryptos donc je suis pas imposable. Donc en fait non. Et c'est là où ça se complique, c'est-à-dire que ce régime qui est intéressant parce que en fait il vous permet de faire un calcul de plus-value sur la valeur totale de votre portefeuille. En fait, si vous voulez, ça va demander beaucoup d'informations parce que pour chaque opération, il va falloir connaître la valeur du portefeuille et l'ensemble des informations sur les opérations. Donc c'est assez technique à gérer à la fin, au final, sur ce point-là. Après, donc là, c'est les activités de plus-value crypto. Si vous faites du mining ou du stacking, là, vous êtes plus dans le régime du 150 VHBIS. C'est-à-dire que dès lors que vous gagnez des tokens pour en minant ou en stackant, là, à partir du moment où vous les gagnez, vous êtes imposable. Alors, vous n'êtes pas imposable en régime des plus-values, mais vous allez être imposable en BNC, en bénéfices non commerciaux. Si vous voulez, les BNC, c'est un peu la catégorie fourre-tout. C'est-à-dire que dès qu'on ne sait pas où un revenu est imposable, on va le mettre dedans. Donc, grosso modo, c'est à partir du moment où on a quelque chose qui est susceptible de se renouveler, on reçoit de l'argent et qui est susceptible de se renouveler, à ce moment-là, on le qualifie de revenu. Et si on ne sait pas dans quelle case le mettre, on le met en BNC. Concrètement, en gros, quand on va déterminer, imaginons que ça soit plus une activité professionnelle, par exemple, généralement, le fisc, pour déterminer, ça, Grégoire vous expliquera un peu plus après, mais pour déterminer si vous êtes plus professionnel qu'occasionnel, entre guillemets, du coup, ils vont regarder quelle va être, par exemple, la proportion de vos revenus crypto par rapport à vos revenus généraux, si vous avez un autre boulot à côté. Est-ce que vous avez peut-être des machines dédiées? Est-ce que vous êtes abonné à des revues économiques? Est-ce que vous participez à des salons, par exemple? Etc. Voilà, c'est ce qui va, il va déterminer si vous êtes un professionnel ou pas. Voilà, et c'est un petit peu ça que Grégoire explique. Et en fait aussi, si vous voulez, on verra après sur si vous le faites de manière habituelle, là, vous allez être imposé au BIC et le calcul des opérations seront imposés de la même manière. C'est-à-dire que chaque opération va générer une plus-value qui va être imposable. Mais vous avez aussi un autre avantage, c'est que toutes les charges que vous faites pour le cadre de votre activité deviennent déductibles. Donc, vous voyez, suivant la manière dont on va voir les opérations, donc on va analyser les opérations que vous faites, on va avoir des régimes qui vont être un peu différents. La question qu'on se pose aussi, ce qui est très important aussi dans la réglementation fiscale, c'est l'information. Vous le savez, on est en France sur un système déclaratif. Donc, c'est vous qui donnez les informations à l'administration fiscale pour qu'elle puisse déclarer, pour qu'elle puisse calculer vos impôts. Donc, si vous voulez, c'est très facile d'oublier le calcul des plus-values crypto. Comme ça, on laisse tomber. Et puis, on se pose la question, du coup, c'est toujours pareil, lorsqu'on fait une déclaration, c'est « Ok, très bien, je dois déclarer, mais si je déclare pas, est-ce que l'administration a moyen de le savoir ?» C'est vrai, enfin, c'est facile, si vous voulez. Donc, bien évidemment, l'administration, elle est pas complètement idiote. Surtout quand Deloitte fait un rapport avec la DAN et qu'ils expliquent qu'il y a plus de 7 millions d'utilisateurs en France et qu'ensuite ils se rendent compte qu'il y a que 150 000 personnes qui déclarent des plus-values. Il y a un petit trou dans la raquette. Donc même si beaucoup de personnes conservent, font du crypto-crypto, ne récupèrent pas d'euros, etc., ils disent quand même le ratio il est assez énorme. Donc ils sont pas fous, ils essaient de mettre en place des mécanismes qui leur permettent de récupérer des informations. Alors, première étape, avant de récupérer l'information, ils ont mis en place des systèmes qui leur permettent de rallonger la durée de prescription. La durée de prescription en matière d'impôt sur le revenu normal, c'est 3 ans. En revanche, si vous avez la prescription, donc du coup, c'est le délai sur lequel l'administration fiscale peut revenir sur des déclarations antérieures et donc venir vous redresser potentiellement sur des années antérieures. Voilà. Donc, si vous voulez, là, en 2024, l'administration peut revenir sur les années 2021, 2022 et 2023. D'accord? C'est les 3 années précédentes. Donc, elle peut venir faire des modifications. Regardez. Le point, c'est que si vous avez des comptes que vous avez ouverts, utilisés ou fermés au cours d'une année sur des plateformes d'exchange qui sont étrangères, depuis 2019, vous avez l'obligation de déclarer l'existence de ces comptes sur le fameux formulaire 3916 dont vous avez peut-être entendu parler. Bien sûr. Tout le monde en a entendu parler de ce formulaire 3916. Et si vous les déclarez pas, là, la prescription, elle n'est pas de 3 ans, elle est de 10 ans. D'accord? Donc, ils peuvent revenir ils peuvent remonter jusqu'en 2014.
Donc là, du coup, ça fait un peu plus mal. En plus, bien évidemment, ils se disent, pour inciter les gens à déclarer, on va mettre une pénalité qui est augmentée. Dans ce cas-là, la pénalité, elle est automatiquement à 80%. D'accord? C'est-à-dire que les impôts que vous n'avez pas déclarés, on va prendre le montant de ces impôts et on va rajouter 80% de ce montant en titre de pénalité. Sans compter que vous avez des intérêts de retard qui sont entre 0,2% et 0,4% suivant les années par mois. D'accord? Donc ça fait entre 2,4 et 4,8% d'intérêt par an. Donc quand vous faites tout bout à bout, ça commence à coûter un peu cher. Ensuite, le tout de sanctionner et de pas donner les informations, c'est bien. Enfin, en disant, ok, très bien, vous nous demandez de déclarer les 3916, mais sur les comptes étrangers, mais comment vous allez savoir que je les ai pas déclarés? Là, en fait, au niveau européen, on a mis en place un système qui, par une directive qui s'appelle la directive DEC 8, qui vise en fait à obliger les plateformes d'exchange centralisées à envoyer automatiquement les informations à l'administration fiscale de l'état de résidence de ses utilisateurs. Cette réforme entre en vigueur en 1er janvier 2026. Donc à partir de 2026, l'administration va progressivement récupérer toutes les informations sur les échanges centralisés. Donc, ça veut dire que tous les exchanges vont proactivement envoyer à l'administration fiscale les transactions et vos coordonnées. Donc, vous verrez, c'est très pratique parce que vos déclarations fiscales seront pré-remplies. Donc, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Mais par contre, ça veut surtout dire que du coup, ils ont accès à votre information. Et donc là, vaudra mieux avoir déclaré ce que vous aviez déclaré, concrètement. Voilà. Après, si vous voulez, c'est un mécanisme qu'on a déjà, qui a déjà été mis en place et qui a très bien fonctionné avec les comptes qui étaient détenus à l'étranger. Parce que jusqu'en 2012-2013, en fait, il y avait beaucoup la Suisse avait un secret bancaire qui était absolu, donc il y a beaucoup de gens qui ont planqué leur argent en Suisse et qui n'avaient jamais déclaré. Et avec la crise financière de 2008, en fait, on a eu un changement de paradigme. Les États développés ont mis une grosse pression sur les pays, sur les paradis fiscaux, pour qu'ils échangent automatiquement les informations qu'ils détiennent sur les personnes qui ont ouvert des comptes à l'étranger. Donc, on a eu une phase de régularisation qui a permis en fait à un certain nombre de personnes de sortir de ce guêpier. Mais si vous voulez, après l'administration, ceux qui l'avaient pas fait, récupérer les informations, cocher automatiquement la case de déclaration de compte à l'étranger sur la déclaration des contribuables, et si les invitant en fait implicitement à donner toutes les informations et à se mettre en règle avant qu'ils viennent contrôler. Donc une fois que l'administration arrive à récupérer l'intégralité de ces informations, vous pouvez être certain qu'ils vont venir vous voir. Donc, vous me dites, ok, très bien, mais il y a les wallets, il y a la DeFi, ça, c'est pas visé par là-dessus. Effectivement, vous avez raison. Le point, en fait, qui va être le point d'achoppement sur la récupération d'informations, ça va être le on-off ramp. C'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez passer en crypto, vous allez devoir passer par un prestataire de service qui, lui, va être soumis à ses obligations et vous allez laisser des traces. Et ces traces-là vont être exploitées. Et une fois qu'ils savent que vous avez des opérations qui sont faites, ils vont dire, ok, très bien, j'ai constaté qu'il y a cet argent qui venait de telle clé du wallet, de telle wallet, ok, très bien. Ils vont faire un explorateur de blockchain, ils vont récupérer l'intégralité des informations. Donc, progressivement, ils sont en train de mettre en place les choses, discrètement, sans trop en parler, sans trop communiquer. Mais je pense que à l'horizon 2026, il va quand même, et on va avoir un changement de paradigme sur le fonctionnement des cryptos. Donc le fait de pas déclarer va être un problème, et à partir de ce moment-là, et moi la chose que je recommande, c'est de venir en amont et de se régulariser, parce que là vous allez pouvoir avoir une administration qui est à l'écoute et qui va accepter votre présentation des choses. Si vous vous laissez attraper, c'est elle qui va faire les calculs, en fait, à sa manière. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous les produits, toutes les entrées et c'est du produit imposable, et toutes les sorties, c'est pas déductible parce que vous n'avez pas justifié que c'était fait dans l'intérêt de votre activité. Donc en fait, vous allez être imposé, et c'est un peu dur quand même, sur l'ensemble des produits. Et si vous faites du trading, quand vous achetez, c'est pas déductible, et on fait pas forcément les calculs de plus-value. Donc après, c'est tout le travail que nous on fait en tant qu'avocats fiscalistes,
qui est de décortiquer tout, de refaire l'ensemble des opérations pour expliquer à l'administration comment ça fonctionne. Donc, maintenant que vous avez donc tout ce cadre, voilà, en lien avec tout ça, on va vous poser une petite question aussi. C'est selon vous, par exemple, on va se faire un petit peu ce jeu-là. Qui dans la salle aujourd'hui se sent comme un occasionnel? Évidemment. Et à l'inverse, du coup, qui se sent comme un professionnel? Il y en a tout de suite un peu moins. Hein. Ok. Bizarrement. Bizarrement. Bon, du coup, ça c'est assez intéressant, donc du coup, d'avoir cette information-là. Donc, on a à peu près, visiblement, peut-être 10-15% de la salle qui est en professionnel et le reste en occasionnel. Donc là, Grégoire, non, il nous expliquer rapidement, donc, au niveau de ce statut, donc, ceux qui ont lavé la main en tant que occasionnel, du coup, on va voir si vous vous y retrouvez là-dedans, et puis après, du coup, Omar nous expliquera pour la partie plutôt professionnelle, et donc, du coup, de voir si vous vous retrouvez aussi là-dedans. Et donc du coup, pour la partie occasionnelle, on l'a vu, c'est celui qui permet d'avoir ce super régime avec le sursis d'imposition crypto. En fait, on a 3 catégories concernant les activités de trading. Et ça ne concerne que les activités de trading. Bon, pour tout à l'heure, tout ce qui est constitué mining et stacking, c'est BNC, et quel que soit le niveau. On peut avoir des BNC avec un régime micro et tout. Mais là, c'est que pour l'activité de trading. Cette activité de trading, quand est-ce qu'on considère qu'on est occasionnel? Quand est-ce qu'on considère qu'on est habituel et professionnel? Parce qu'en fait, depuis 2023, on a 3 catégories. Avant, on n'en avait que 2, c'était occasionnel et professionnel. Et on a créé une 3e qui est un assouplissement qui permet quand même d'avoir quelque chose qui est un peu plus sûr pour nous. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc, qu'est-ce qu'un occasionnel? Un occasionnel, c'est quelqu'un, la définition, elle est hyper vague. C'est quelqu'un qui va acheter et vendre des cryptos dans le cadre de sa gestion, de la gestion de son patrimoine personnel. D'accord? C'est grosso modo, vous placez vos économies à côté et vous allez les mettre en crypto et vous allez faire le samedi matin en buvant votre café, vos arbitrages de la semaine là-dessus. C'est l'image de l'administration, en fait, sur l'occasionnel. Donc, du coup, la question qui se pose, généralement, on a plusieurs critères. L'administration va fonctionner avec un système de faisceau d'indices. C'est-à-dire que vous allez avoir plein d'éléments qui vont venir faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et notamment, vous allez avoir le nombre d'opérations qui va rentrer en compte, les outils que vous allez utiliser, le fait de gérer par vous-même ou le fait de déléguer la gestion de vos actifs. Ça compte aussi. Et le fait, si vous avez aussi une activité professionnelle à côté et que ces gains ne vous servent pas exclusivement à subvenir à vos besoins, ça participe du faisceau d'indices pour déterminer si vous êtes occasionnel ou professionnel. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la réglementation, en fait, elle est calquée sur ce qui avait été fait pour les produits financiers. Parce que c'est pareil, si on va trader sur la bourse, on a la même question d'occasionnel et habituel professionnel. Et si vous voulez, on a une vieille décision du Conseil d'État qui date de 2006 pour les activités financières, et on a considéré que la personne était professionnelle. Pour vous donner un exemple, à partir du moment où elle faisait 600 opérations par an, d'accord, mais ça concernait des faits qui étaient au début des années 90. Donc on n'avait pas tout le système d'automatisation qu'on a aujourd'hui, qui utilisait des bases de données qui étaient réservées aux professionnels financiers, auxquels elle avait accès, et qui ne faisait que ça. D'accord? Et là, on a considéré que c'était professionnel. Aujourd'hui, 500-600 opérations dans le monde de la crypto, c'est rien. C'est rien du tout. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand vous donnez un ordre, ça va être découpé en 5-6 opérations, donc on va avoir très vite plein de lignes. Et donc, ce qu'on essaie d'expliquer à l'administration, c'est qu'on a une semi-automatisation qui permet en fait d'avoir des opérations qui sont faites automatiquement, sans se poser de questions, soit en prenant des algo traders qu'on met à disposition contre rémunération, etc., qu'on n'a pas développé. Donc, dans ce cas-là, même si on arrive à 1000 ou 2000 opérations, on peut rester occasionnel à partir du moment où on fait pas que ça, et on utilise des moyens qui sont offerts par des professionnels. En revanche, et j'en ai vu des personnes qui font leurs opérations de trading à l'ancienne et qui vont faire rechercher sur
sur X des informations qui vont assister à des événements, etc., là vont être catégorisées en professionnels parce que en fait elles y passent beaucoup de temps en fait. Donc là, à partir de ce moment-là où du coup vous passez en professionnel, donc vous allez devoir ouvrir une activité et où derrière après une société. Donc c'est là où vous tombez dans cette catégorie donc des professionnels. Et là-dessus, on va pouvoir passer la main. Ouais, non, juste pour finir après, ouais, je fais vite. Juste pour finir sur cette catégorie-là. Après, si vous commencez à développer des bots, que vous codez, que vous utilisez des moyens qui sont de plus en plus développés, vous allez passer dans cette catégorie professionnelle. Alors, c'est quoi la catégorie habituelle? La catégorie habituelle, elle a été créée en 2023 et c'est une catégorie intermédiaire. C'est grosso modo, si vous utilisez des moyens qui sont celles d'un professionnel mais que vous n'êtes pas déclaré en professionnel, à ce moment-là, on vous considère en habituel. Mais c'est le même régime, ça fonctionne quasiment pareil que celui de professionnel. La seule différence, vous avez une grosse différence avant 2023, c'est que quand vous êtes catégorisé habituel, vous n'êtes pas considéré comme ayant une activité occulte. L'activité occulte, c'est quelque chose qui est assez redoutable aussi dans le système administratif, c'est que lorsque vous avez une activité occulte, la prescription passe également à 10 ans et les pénalités passent également à 80%. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'en étant habituel, la prescription est raccourcie à 3 ans et on n'a pas la pénalité automatique de 80%. Mais ça, c'est applicable que depuis 2023. Et lorsque vous êtes professionnel, en fait, la seule différence, c'est que vous êtes immatriculé en tant que professionnel en ayant une activité au registre du commerce et des sociétés. Et là, vous exercez une activité. Et là, je passe la main à Omar pour qu'il prenne la suite. Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que ça vous a pas trop refroidi cette histoire de professionnel, occasionnel et habituel. Donc moi, oui, je m'occupe de la partie société, donc professionnelle. On va commencer déjà par le régime fiscal. Il faut savoir que le fait générateur, en tant que professionnel en société, c'est toute forme de cession, y compris lorsqu'elle se fait de crypto à crypto. Voilà. Donc là, on a un calcul de plus ou moins value à réaliser, qui est lui imposable. Donc moins-value, ça rentre dans les charges de la société, plus-value dans les produits de la société. Voilà. Et après, on fait produit moins charge qui va donner un résultat. Et ce résultat-là, il y aura, s'il est bénéficiaire, une imposition donc à l'IS de 15% pour le taux réduit jusqu'à 25%. Donc voilà, c'est vraiment la différence principale sur le calcul des plus ou moins-values. On a deux méthodes pour calculer ces plus ou moins-values. Donc la méthode PEPS, première entrée, première sortie, ou les SUMP. Voilà, c'est deux méthodes de calcul pour déterminer ces plus-values qui sont assez différentes en termes de résultats. On reviendra un peu plus tard dessus, je vous ferai un descriptif. Donc, quels sont les risques aujourd'hui possibles de faire du placement de trésorerie, mais limité au surplus? Attention, si le placement de crypto n'est pas l'objet principal de la société, il faut que cela reste limité. Je vais vous expliquer. Donc, imaginons aujourd'hui, vous êtes juste, je sais pas, un prestataire de service classique ou un développeur, et vous commencez à faire une activité de trader, parce que vous trouvez goût et charme à la finance et au trading, et donc ceci prend pas mal de temps dans votre activité. Sauf que lors de la création de votre société, vous avez tous un objet social, donc un objet pour votre société. Aujourd'hui, je suis développeur prestataire, point barre. Mais si cette place de trader prend une place prépondérante dans votre activité, c'est pas ce qu'il faut. Voilà. On a plusieurs possibilités pour régler ce souci-là. Donc, soit constitution de holding pour remonter les profits à la holding dont l'activité est réalisée et la réalisation de placements financiers de crypto-immobilier, soit carrément un changement d'objet social si ça devient votre activité principale ou une activité secondaire qu'on peut également déclarer. Il faut être du coup dans les clous au niveau de l'objet social parce que du coup votre société a un but et il faut respecter cet objet-là. Oui, juste pour apporter une précision, la conséquence si vous avez un changement d'activité, c'est que si vous avez des années déficitaires en fait avec des déficits qui sont reportables, le changement d'activité entraîne la perte des déficits. Donc en fait, c'est des économies d'impôts que vous pourriez avoir et que vous n'aurez pas parce que vous avez changé d'activité sur la partie fiscale. Après, vous avez toute une partie de responsabilité du dirigeant du fait
de l'exercice de son activité, s'il sort du cadre de l'objet social, sa responsabilité est engagée. Et c'est ça aussi qu'il faut voir vis-à-vis des associés. Alors si vous êtes le seul associé, c'est pas trop gênant, mais si vous en avez d'autres, ça peut devenir un peu compliqué. On peut prendre l'exemple d'une société immobilière classique, le président commence à faire du trading, perd une position assez importante, qui n'entrait pas dans l'objet social, et à ce cas-là, il peut se faire retoquer, et sa responsabilité peut être, elle, appelée. Donc voilà pour les trois principales raisons. Ensuite, là, je vous ai fait un exemple, une différence entre la méthode PEPS et la méthode CUMP. Donc, j'ai pris l'exemple de l'acquisition d'un Ether à 1 000 euros, ensuite d'une acquisition d'un Ether à 1 500 euros, puis une revente de un seul Ether sur les deux à 1 200 euros. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même des différences assez importantes parfois sur la méthode qu'on utilise. Donc, lui, le CUMP, c'est le coût unitaire moyen pondéré. Donc, on va calculer le coût d'un seul Ethereum en moyenne. Donc, on part du principe que on a revendu cet Ether à 1 200 euros, sauf que lui, le coût moyen de cet Ether, c'était 1000 la première transaction, plus 1500 la seconde transaction. On va diviser donc ce montant par 2 pour avoir ce coût unitaire qu'on va soustraire au coût de revente. Donc là, on a du coup un résultat déficitaire de moins 50 euros. Et la différence principale aussi entre particuliers et professionnels, c'est que vous, en tant que professionnel, vous pouvez faire un report déficitaire, donc du résultat, d'un exercice à un autre. Aujourd'hui, en tant que particulier, si vous faites des pertes en N-1 et qu'en N, donc cette année, vous êtes en plus-value, vous ne pouvez pas déduire ces pertes. En société, c'est ce qu'on fait. Donc après, ensuite, la méthode PEP, c'est la première entrée, première sortie. C'est simple, j'ai acheté un Ether le premier à 1 000 euros et je l'ai revendu plus tard, ce même Ether, à 1 200 euros. Donc, 1 200 moins 1 200 euros. Et celui-là, du coup, ce 200 euros-là, il y aura de l'IS dessus, donc à hauteur de 50 euros si on prend juste le taux classique de 25%. Et donc le résultat après impôt, 150 euros. Voici les deux grandes méthodes qu'on utilise pour calculer les plus ou moins-values. Sachant qu'encore une fois, je le répète, les plus ou moins-values sont réalisées lors de chaque transaction crypto à crypto, hors mouvement interne et autres, qui restent en interne. Mais demain, si vous payez une commission sur les plateformes d'échange, si vous payez une commission sur la blockchain, sachant qu'on sait très bien que certaines blockchains coûtent quand même assez cher, donc il faut quand même suivre ces plus ou moins-values-là. Si vous payez un service à un prestataire, on fait le calcul de plus ou moins-value, etc., etc., etc. Donc c'est quand même un travail assez monstrueux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a réussi à allier du coup la partie technique avec Contact Crypto, la partie fiscale avec le Grégoire. Donc c'est vraiment un travail d'équipe aujourd'hui pour répondre à tous ces besoins dans l'écosystème. Donc je vais vous donner quelques bonnes pratiques pour les sociétés, les professionnels. Premièrement, il est important de structurer son activité. J'entends par structurer son activité déjà choisir le statut juridique adapté à votre société. Donc, est-ce que vous êtes en EI, SAS, SARL, etc., etc., etc. On aura des conséquences fiscales sur ce choix, premièrement, et aussi au niveau des statuts. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt avec un avocat juridique, fiscaliste et autres, qui peut aussi vous accompagner sur le sujet, ou même un expert comptable. Je sais que nous aussi, on a l'habitude de faire pas mal de créa. Ensuite, la rédaction des statuts est assez importante, donc la dénomination sociale, l'objet social et le capital. Donc il faut définir le scope de son activité, c'est ce que je disais dans un premier temps. C'est compliqué d'être prestataire, développeur, si à la fin on fait que du trading. On a parlé de requalification, on a parlé de responsabilité en tant que président ou dirigeant. C'est assez important de... Ça paraît logique dit comme ça, mais c'est pas tout le temps le cas. Hein. Exactement, et souvent vous vous en rendez pas compte en fait, parce qu'à la base, vous avez fait juste une ou deux opérations, vous dites pas que c'est une activité, mais plus le temps il avance, on sait très bien dans cet écosystème, on a ce bull run, ce bear market, et en tant que bull run, lors du halving, on essaye de faire un peu plus d'activité, de transactions plutôt. Donc il faudra quand même faire attention à pas empiéter cette seconde activité sur votre activité principale. Ensuite, on a aussi des clauses statutaires et le montant du capital initial. J'ai beaucoup de questions lors aussi de création de société. Oui, Omar, mais je mets quel montant en capital social lors de ma créa? Eh ben ça, j'ai envie de dire, tout dépend de vous en fait. Je vais prendre le cas d'un trader par exemple. Un trader aujourd'hui qui veut se lancer dans le milieu avec une société qui veut créer du coup une structure professionnelle, il va
il voudra peut-être mettre juste 100 € en capital initial, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut aussi être pris un peu au sérieux. Imaginons que vous démarrez juste avec 100 €, ok, en tant que capital, et que vous voulez faire vivre votre société. Le problème, c'est que, imaginons que vous êtes un super trader, vous faites 20% par mois. 1% de 100 €, ça fait 20 €. Donc c'est quand même du capital et à prendre en compte en fonction de votre activité. Pour un trader, un capital de 10 000 € au lancement, c'est quand même assez intéressant, même si plus tard, vous pouvez aussi ajouter, vous, dans votre compte, en tant que compte courant d'associé, de l'argent, de la liquidité dans votre société, votre structure, qui permet aujourd'hui d'avoir ce levier de financement interne qui est intéressant. Voilà, le capital, c'est aussi un montant qu'il ne faut pas négliger en fonction de l'activité. C'est très, très important. Pour être pris au sérieux, parce que la banque peut-être peut vous refuser ou autre chose. Ensuite, il faut aussi identifier les régimes fiscaux. Donc, est-ce que mon activité est soumise à TVA ou non? Souvent, c'est la question qu'on a dans les cryptos. Je fais de la crypto, donc il n'y a pas de TVA. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, hein. La crypto aujourd'hui, la blockchain, c'est un support pour la plupart des sociétés. On utilise la blockchain comme support. Exemple, je suis artiste, je fais des NFT et j'utilise la blockchain et je suis payé du coup avec une mine NFT en Ether, en Solana, etc., etc. Très bien. C'est parce que je reçois de la crypto en paiement de ma prestation que je n'ai pas de TVA dessus. L'activité principale, l'activité, c'est donc l'artistique. On est d'accord sur ça. Et donc, je devais être soumis à la même réglementation fiscale que d'autres artistes. Donc, c'est pour ça qu'il est important, nous, lors de l'onboarding de nouveaux clients ou autres, d'être accompagné par un fiscaliste sur des sujets comme ça, assez techniques, pour avoir un rescrit fiscal qui vous permette un peu de vous couvrir si vous souhaitez ne pas mettre de la TVA, que c'est possible. Sinon, nous, par défaut et par principe de prudence, on va quand même vous mettre de la TVA sur toute transaction. En tout cas, si on n'a pas eu le cas similaire dans votre panel. Ensuite, l'IS, c'est un point assez intéressant, l'IS, donc les impôts aux sociétés. On a eu le cas où, par exemple, on a eu du jeu vidéo, il y a eu des NFT, un mint, sauf que le jeu n'est pas sorti l'année de la clôture, il sortira que dans 2 ans. On a possibilité, en fonction encore une fois de l'activité et avec un avocat fiscaliste qui accompagne sur le sujet, de faire du PCA, donc du produit constaté d'avance. Donc le NFT en soi, il peut être utilisé par les players, les users, lors de la sortie du jeu. Donc on peut décaler ce fait générateur de fiscalité sur l'année de la sortie du jeu. Voilà. Ça, encore une fois, c'est bien encadré, il faut être sûr de ce qu'on fait et pas prendre de risques si on ne veut pas utiliser un avocat fiscaliste, c'est les services d'un avocat fiscaliste, et tout déclarer sinon à l'année. Ensuite, le JEI, donc c'est les jeunes entreprises innovantes, qui peut être aussi intéressante. Si demain, vous, votre activité professionnelle, vous avez une certaine innovation, un nouveau qui permet d'être subventionné et aidé, allez-y, foncez, c'est quand même un statut qui est super intéressant. Je pense que même une conférence entière dessus il y a beaucoup de thématiques à discuter autour de ça. Et donc, je pense que ça peut être super de pouvoir intervenir sur ça. Bon, voilà. Je pense que là, le temps ne s'y apprête pas. Mais c'est quand même des choses à savoir. Donc, la structuration interne, donc l'organisation hiérarchique, le recrutement, l'externalisation. Donc, comment vous travaillez en interne? Est-ce que vous comptez vos salariés, oui ou non? Est-ce que vous avez une équipe? Est-ce que vous avez des biens à disposition de votre société? Est-ce qu'on immobilise, etc., etc., etc. Il faut connaître votre société. C'est très important, j'insiste dessus. On va revenir après sur le prochain point, mais même si vous pensez connaître votre société, c'est facile de dire oui, je sais ce que je fais, mais si vous avez du mal à l'expliquer, à l'exprimer, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc, définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels définis. Donc ça, c'est vraiment les tips qu'on peut vous donner. Donc, quand je parle d'objectifs spécifiques, c'est savoir où on va. Mesurable, on peut le quantifier. Atteignable, réalisable, c'est qu'on va pas non plus viser des choses qui sont hors du commun, comme par exemple, je disais un trader qui veut commencer avec 100 € et avoir une activité viable. C'est un peu compliqué. Faire que 20%, c'est énorme, 20% de rendement par mois, donc 20 €. Et temporellement défini avec des étapes respectées, si possible, même une roadmap technique qui est assez importante à réaliser. Ensuite, établir un budget prévisionnel, anticiper les flux financiers, mesurer la viabilité, la performance et la rentabilité du projet. Ça, c'est en interne. Avant tout, vous allez me dire que c'est logique, avant tout démarrage de projet, savoir
votre business plan, en fait, comment vous allez vous rémunérer, quelles sont vos entrées, vos sorties. C'est des choses à maîtriser pour pas avoir de mauvaises surprises. Aussi savoir si, comme je disais tout à l'heure, l'activité est soumise à TVA, ça reste un décaissement, la TVA, lorsqu'elle a décaissé. Et c'est des choses à prévoir. Établir le schéma des flux financiers. Bon, c'est là où je vais vous faire vraiment un peu chier, hein, désolé du mot. C'est super important d'avoir un schéma des flux financiers. Donc, qu'est-ce que c'est déjà un schéma des flux financiers? C'est une représentation graphique des mouvements monétaires permettant de visualiser l'origine et la destination de vos fonds afin d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de votre activité. Donc, nous, en tant que comptable, expert comptable ou cabinet, on retranscrit juste votre activité à l'administration fiscale. Mais si nous n'avons pas aujourd'hui un schéma des flux financiers pour déceler bien toutes vos transactions, ça va être compliqué de pouvoir définir votre activité et la retranscrire comptablement. Parce que nous, comptablement, en soi, c'est que des chiffres. Hein. Ça va dans des comptes. Et l'administration fiscale reçoit ces éléments-là. Mais si demain, on a du mal à comprendre votre activité, car elle est peut-être mal expliquée ou autre, ça va être compliqué pour nous de faire un bon travail. Et le mauvais travail égale mauvaise comptabilité, mauvaise déclaration fiscale et conséquences derrière. Donc c'est important, je pense, pour tous les professionnels d'établir ce schéma des flux financiers qui peut être aussi travaillé avec votre expert comptable ou avocat. Ouais, en fait, c'est particulièrement important parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que les gens de l'administration fiscale, le monde de la crypto, leur est totalement étranger, ils comprennent rien du tout. Et nous, notre travail avec Omar, c'est justement de leur faire comprendre le business model, comment ça marche, pour leur montrer qu'il n'y a pas de loup, parce que ils sont complètement paranoïaques. À partir du moment où ils comprennent pas, ils pensent qu'on est en train d'essayer de faire de la fraude fiscale et de pas vouloir payer leurs impôts. Alors c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Donc si vous voulez, si on comprend bien votre business, on peut jouer aussi à la marge pour faire en sorte que vous en sortiez mieux et que vous faites pas tordre le cou par l'administration, si je puis dire. Exactement. Et ça, c'est effectivement nous, c'est un peu une responsabilité que nous on a, avec Contact Crypto en tout cas, c'est de trouver des professionnels qui sont spécialisés là-dedans. Notamment, il y a le cabinet Fox Audit, il y a Grégoire, il y a d'autres avocats qui ont travaillé dans la salle. Vous avez également le cabinet C2C Crypto aussi de Montpellier, voilà, avec qui on travaille aussi sur de l'expertise. Donc on essaie, voilà, après d'avoir un maillage aussi géographique avec des professionnels sur lesquels on peut vous envoyer. Donc n'hésitez pas après à venir nous voir après. On pourra vous aiguiller vers des professionnels qui vous accompagneront au mieux sur vos projets que vous montez. Exactement. Donc, le schéma des flux financiers, si vous l'avez pas fait, faites-le, foncez. Transmettez-le à votre expert comptable. Essayez de faire un call avec lui pour lui expliquer vraiment tous les flux. Et sinon, contactez aussi également un fiscaliste qui peut aussi vous accompagner sur le sujet. Donc, les avantages, c'est d'avoir une visualisation claire de votre activité. Ça aussi permet d'avoir une analyse financière. Je sais pas, demain, j'ai trop de wallets. Je sais pas où ils vont les flux. Avec mon schéma des flux financiers, je sais que ce wallet-là est identifié par ce fournisseur-là. Et qu'à chaque fois que je vais faire un flux là-bas, un mouvement vers ce wallet-là, ça va correspondre à ce type de transaction. Donc, ça permet aussi d'analyser les risques. Demain, je sais pas, vous êtes sur des plateformes d'échange que vous avez ouvertes il y a très longtemps, qui sont assez obscures. Vous avez complètement oublié. Vous avez un compte, peut-être parfois des montants sur ces comptes-là. Ça permet aussi de les fermer et autres. Et ensuite, une prise de décision adéquate en fonction de toutes ces analyses que vous avez pu en tirer. Et normalement, la question qui tue maintenant... Ah non, alors c'est celle d'après alors. Quelques encore types, donc identifier la typologie et limiter le nombre de wallets. Exemple, j'ai un wallet que pour payer que mes fournisseurs. Voilà. J'ai un autre wallet pour la réception de royalties. Déjà, ça va vous simplifier la vie à vous, même s'il y a un peu plus de wallets. Il faut quand même les limiter. À l'administration fiscale, qui va faire un contrôle. Et à votre expert comptable. C'est des tips qu'on peut vous transmettre. En plus de ça, faire les KYB sur les plateformes d'échange et éviter un reclassement fiscal. C'est très important de faire vos KYB. Donc, ne pas vous enregistrer en tant que KYC, en tant que personnel. L'administration fiscale, elle voit que vos comptes sont à vos noms. Elle peut requalifier comme activité personnelle. Et du coup, on est sur votre impôt personnel. Et s'il y a eu du décalage de déclaration qui s'en rend compte 2-3 ans après, pénalité et tout ce que vous disiez, Grégoire, et ça peut très vite chiffrer. On sait que c'est parfois galère sur certaines plateformes d'échange de faire des KYB. Désolé, mais sinon il faudrait les quitter et aller sur des plateformes d'échange qui proposent des KYB là. C'est super important.
Ensuite, avoir 2 comptes bancaires minimum, ça vous permet aussi d'avoir une sécurité. Aujourd'hui, on sait qu'en France, même ça va, de mieux en mieux, c'est compliqué ou pas du tout même, hein. C'est assez compliqué de créer des comptes bancaires, qui acceptent, la réception de flux vers des Binance et autres. Donc, il faut peut-être au moins 2 comptes bancaires pour savoir si demain on est bloqué sur un compte bancaire, trouver une porte de sortie. C'est super, super, smart de faire ça. Sinon, vous pouvez même parler à votre conseiller perso. Vous lui dire: «Bah, voilà, j'ai une activité professionnelle, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je suis accompagné par un expert comptable qui s'y connaît bien dans l'écosystème, par un avocat, j'ai même un outil qui permet de tout retracer, toutes les transactions». Parce que c'est vrai qu'on l'a pas énoncé, mais aujourd'hui, nous, toutes les transactions qu'il y a sur Wallet doivent être déclarées et dans votre comptabilité. Vraiment toutes. Et pour finir, tenir un registre des wallets de vos fournisseurs et de vos clients. Comme ça, vous savez directement, comme un contact sur votre iPhone, sur votre smartphone ou autre, vous permettant de savoir, ce wallet-là, c'est Grégoire. J'ai fait une prestation auprès de Grégoire, donc quand je lui fais un virement, je sais que virement une transaction on-chain, je sais que c'est lui. Voilà. On a vraiment ce but de vulgariser aussi le plus possible pour l'administration fiscale et avoir une identification des wallets, ça permet aussi d'être plus clair et c'est beaucoup plus lisible pour eux. Bon, du coup, je l'ai un peu teasé, mais donc du coup, la petite question qui tue. Et attention, je me rappelle de ceux qui ont levé la main tout à l'heure avec les plus-values. Du coup, dans l'assemblée, qui a déjà déclaré ses cryptos. Il y en a quand même pas mal. Hein. Félicitations, messieurs. L'administration fiscale vous remercie. Donc bon, voilà, après, au-delà de ça, donc nous, on cherche à simplifier tout ça, voilà, à faire en sorte que ça soit quelque chose de plus facile, plus simple. Donc on a créé une solution qui est dédiée à ça, donc pour les particuliers et pour les professionnels. Donc pour les particuliers, on est l'équivalent d'un Walsio. Du coup, pour les particuliers, c'est un produit tout à fait similaire. Et pour les professionnels, par contre, on a vraiment un produit dédié qui répond à des vrais besoins comptables et avec qui on a des comptables avec qui on sait travailler sur cet outil. Donc nous, notre objectif, si vous voulez, il est très simple, c'est vous allez pouvoir brancher vos wallets ou brancher vos exchanges directement sur notre solution. On va récupérer l'ensemble des transactions et après aller appeler les taux de change jour par jour de chacune des transactions que vous avez fait. Ensuite, vous allez avoir une vue assez simplifiée en fait de vos flux avec un tableau de bord où vous allez avoir une vue agrégée en fait de vos performances. Donc ça, c'est un point assez intéressant pour vous quand même comme outil de trading parce que généralement, vous pouvez voir la performance compte par compte sur chacun de vos comptes, mais jamais de manière agrégée. Donc nous, grâce à notre outil, on permet de le voir. Et après ça, donc on va avoir vraiment ce côté collaboratif entre votre comptable ou votre professionnel qui vous accompagne pour venir traiter les opérations conjointement avec un outil qui est vraiment adapté pour le faire. Et donc là, on va pouvoir venir catégoriser chaque opération que vous avez passée, dire voilà, cette opération, c'était un dépôt, j'ai payé telle chose avec, j'ai investi là-dedans, j'ai mis dans un pool de liquidité par exemple, etc. Donc vous allez pouvoir dire à quoi correspondent les opérations. Et en sortie, donc on va vous fournir soit, si vous êtes professionnel, un fichier FEC, donc c'est un fichier des écritures comptables, c'est un fichier que les comptables ont besoin pour faire les déclarations en finalité, ou sinon, on va vous aider à remplir votre déclaration 2086, donc c'est l'annexe sur la déclaration sur le revenu qui permet de déclarer ses revenus crypto, et donc là, on vous donnera les montants à reporter dans votre déclaration crypto, notamment comme un Walsio. Et évidemment, pour tout ça, on vous accompagne, parce que c'est pas forcément des fois très facile de le faire. Donc derrière, vous n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour vous accompagner, etc. Et après, on forme aussi d'autres personnes sur ces technologies-là. On vous a mis juste rapidement un petit calendrier fiscal pour que vous l'ayez en tête. Dans tous les cas, vous pourrez récupérer cette presse aussi en suivi de la présentation. Donc pour les particuliers, pour votre déclaration sur le revenu, ça ouvre en avril. Vous avez en fonction des départements des dates butoirs pour déclarer vos revenus. Bon, voilà, ça c'est la classique. Et après, donc pour les professionnels, ça dépend de votre date de clôture d'exercice. Donc en France, il y a à peu près une vingtaine de pourcents des entreprises qui sont en clôture décalée, donc soit en septembre ou une autre date. Et après, la majorité des gens vous clôturez au 31/12. Et donc à cela, derrière, vous devez faire vos déclarations avec votre expert comptable avant le 18 mai. Pour pouvoir à la fin partir tranquillement en vacances, boire des mojitos. Et donc maintenant, on va passer un peu une petite phase de questions-réponses. Vous allez pouvoir en profiter, donc profitez-en, c'est du conseil gratuit ici, on est avec des professionnels, donc allez-y. Et puis on vous a mis quelques petites questions si vous n'avez pas trop d'inspiration, mais visiblement, on a quelques personnes qui veulent discuter. Le premier, c'est toi. Question courte, réponse concise.
Bonjour, il y a beaucoup maintenant d'opportunités d'investissement dans les securities, donc des assets de la vie réelle. Si je veux prendre mes cryptos, investir dans un securities, comment je dois le déclarer en tant que personne morale ou en tant que personne physique? On commence par la personne morale. Donc aujourd'hui, si toi tu investis sur un autre token, c'est ça? Ouais, mais qui est en Oui, fait qui est corrélé. représentant d'un actif de la vie réelle, genre une part de société, Mhm. mais je l'achète en Bitcoin. Donc là, il faudra un peu plus rentrer dans le détail de la transaction. Si demain tu as acquis du coup des parts réelles d'une autre structure, donc ça va arriver dans tes titres de participation, donc parce que tu vas acquérir des parts d'une autre société. Alors que si c'est juste un échange d'assets, je sais pas, tu vas avec tes cryptos, tu voudras acheter une voiture qui est corrélée à un contrat, ça va être différent. Donc ça va vraiment dépendre du type d'achat qui est effectué et ce qui a été corrélé avec ce token-là. Ensuite, après, ça peut du coup rentrer dans tes charges si c'est en dessous de 500 euros ou sinon si c'est au-dessus dans tes immobilisations. Mais si c'est juste de actif à actif classique, on va passer d'un compte de trésorerie vers un compte de trésorerie. Voilà, ça, on n'a pas parlé de la méthode comptable, mais aujourd'hui, lorsque vous faites du swap de crypto à crypto, on a un compte qui s'appelle le 522 en comptabilité, donc c'est un compte de trésorerie qui va être fait, qui va avoir le dévouement de ce compte-là vers un 522 Bitcoin, vers un 522 Ethereum, par exemple. Voilà. Et pour les particuliers, en fait, à partir du moment où vous allez utiliser votre Bitcoin pour acheter un actif qui est un security, une action, en fait, on va considérer qu'il y a un fait générateur d'imposition. La plus-value sur le Bitcoin sera, enfin, pas sur le Bitcoin, mais sur la valeur du portefeuille au prorata de la cession sera imposable. Et de l'autre côté, vous allez avoir une action qui va rentrer dans votre patrimoine. Les dividendes seront soumis à la flat tax. Et en cas de cession de cette action, la plus-value sera soumise à la flat tax. Oui, pas si j'achète un Bitcoin, il dévalue et j'achète un actif, je dois quand même payer 30% sur quelque chose qui a dévalué déjà? C'est-à-dire, il dévalue entre... J'achète un Bitcoin et 2 mois plus tard, le cours du Bitcoin chute. Moi, je profite à ce moment-là, j'achète une part de société avec ce Bitcoin-là. Je dois avoir 30% sur la flat tax, savoir que j'ai déjà pas gagné d'argent. Ouais, alors, si votre portefeuille a perdu de la valeur, vous allez vous retrouver en moins-value. Et donc là, il n'y aura pas d'imposition. Quand vous Et faites alors, votre comment on le déclare si le fait que j'ai utilisé mon Bitcoin pour acheter un actif, je ne vais pas déclarer la flat tax à ce moment-là? Non, mais en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous vendez votre Bitcoin, enfin, vous utilisez votre Bitcoin pour acheter un actif, c'est comme si vous le vendiez. Et donc, il y a un fait générateur d'imposition. On va calculer la plus-value et vous allez être imposable dessus. Ce qui est gênant là-dessus, c'est pour vous en termes de trésor, c'est-à-dire que si vous faites une plus-value, vous allez avoir utilisé ce Bitcoin pour payer ça, mais vous allez être imposable sur une plus-value, alors même que vous n'avez pas récupéré des liquidités pour payer cette plus-value. C'est la principale difficulté, en fait, sur ce genre d'opération. Ouais, après, on peut en rediscuter pour que je s'explique. Voilà, mais juste pour préciser que si tu es en moins-value, du coup, tu n'auras pas de flat tax. Parce que du coup, tu as acheté un service, tu as payé ou tu as acheté un bien avec un Bitcoin qui a dévalué. Donc, techniquement, tu n'as pas de plus-value. Tu es en moins-value. Très bien. D'autres questions? Dans l'ordre, là, après toi. Bonjour. On a parlé beaucoup de faits, enfin de trading, des choses comme ça. Vous avez abordé le sujet du staking et de l'imposition en BNC. La question que tout le monde se pose, c'est à quel moment je compte la valeur de cet actif que j'ai récupéré en reward. Alors, là, il y a un vrai sujet parce qu'il y a plein de débats qu'on a internes dont on n'a pas parlé. Sur le stacking, en perso, quand on est MBNC, le principe, c'est qu'on est imposable le jour où on reçoit le paiement. Ok, très bien, mais recevoir le paiement, c'est-à-dire quoi dans le monde de la crypto? Et en fait, si vous voulez, il y en a qui disent, à partir du moment où je reçois le token, je me suis enrichi, j'ai un paiement, je suis imposable à ce moment-là. Mais vous avez une décision du Conseil d'État de 2018 qui vient vous dire que c'est au moment de l'utilisation du token qu'on est imposable. Alors, cette écriture, tout le monde on se pose la question, on se triture la tête en se disant, est-ce que c'est pas une maladresse de plume, comme on dit élégamment dans le milieu juridique, ou est-ce que c'était vraiment une volonté de faire ça? Moi, à mon sens, la position, c'est de dire pour l'administration fiscale, pour le Conseil d'État, le token, c'est pas une monnaie.
à partir du moment où c'est pas une monnaie, j'ai pas un paiement. Et si j'ai pas de paiement, il faut attendre l'utilisation pour que je puisse constater l'enregistrement. Et donc, je vais décaler au moment où je vais utiliser ce token, soit en faisant une conversion dans une autre crypto, soit que je le convertis en euros ou dans une autre monnaie fiat, ou je l'utilise pour une prestation de service. Bien évidemment, l'administration, elle n'est pas tout à fait d'accord avec cette position, mais elle se défend. Et le problème qu'on a, là, ce point, il n'est pas du tout tranché, bien évidemment. Si vous voulez être sûr de ne pas être embêté par l'administration, vous prenez la position la plus sûre, c'est vous recevez le token, vous êtes imposable. Ça a le mérite de la simplicité, parce que quand on fait les calculs pour les gains, les BNC, l'exercice de rattachement, c'est un enfer. Parce qu'on est obligé de faire une ségrégation dans les calculs pour tout ce qui est stacking, le mettre de côté, et puis ensuite, quand on a une conversion, parce que bien évidemment, c'est pas ségrégué en vrai, mais si vous recevez des Ethers, en fait, vous avez d'autres Ethers par ailleurs que vous avez achetés, en fait, comment on fait la différence entre les deux? On est obligé de faire un prorata, et ça devient très vite très compliqué. Donc, Plus compliqué avec les liquid staking aujourd'hui. ouais, en plus. Une dernière question. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'aime pas les impôts. Et du coup, je voudrais qu'on remonte un petit peu dans le temps en se disant, et en prenant un exemple concret, hein, j'ai personnellement investi, on va dire 50 000 euros dans le Bitcoin il y a 10 ans, c'est-à-dire en 2014. Et aujourd'hui, je désire retirer 10 000 euros. Ouais. Est-ce que, logiquement, je suis imposable ou non? Retirer, c'est-à-dire récupérer Récupérer. en euros pour ce montant-là. Oui, vous êtes imposable et vous allez être imposable en fait sur la plus-value, c'est-à-dire que vous avez acheté pour 50 000 euros de Bitcoin il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça vaut je sais pas combien, 5 millions. Ouais, mais bien, du coup, j'avais parce que entendu parler du fait que dans les sociétés, je peux revenir aussi sur les sociétés, mais au bout de 8 ans, si on laissait, on n'était plus imposé. Est-ce qu'il n'y avait pas une histoire comme ça? 8 ans plus imposé. Non, en fait, la plus-value, elle vous suit à vie. Hein. C'est jusqu'à votre mort. C'est-à-dire que c'est la seule chose, pour la seule transmission que vous aurez pas, sur laquelle vous n'aurez pas de plus-value imposable, c'est la transmission pour cause de décès ou donation. Donc, En fait, si tu swaps aujourd'hui, en fait, ta plus-value, tu l'as fait aujourd'hui. Voilà. C'est pas parce que tu as acheté il y a 10 ans. C'est, si tu veux, la prescription va aussi démarrer dès aujourd'hui, puisque ta plus-value est réalisée aujourd'hui. Voilà. On peut prendre une dernière question. Oui, allez-y. Après, vous pouvez échanger après. C'était intéressant ce que tu disais sur le stacking par rapport à la lecture que vous avez faite. Mais du coup, ça veut dire que si on part du principe qu'un token n'est pas une monnaie, on peut appliquer également ça au mining. C'est-à-dire, en fait, moi, je trouve des cailloux dans la montagne et tant mieux, il y a des gens qui sont prêts à m'acheter ce caillou-là dans la montagne. Donc, ça voudrait dire que c'est exactement pareil. Alors que le mining a été tranché à 100%, étant du BNC. D'ailleurs, il y a des montages qui existent où on dit que, comme les machines de mining s'amortissent comptablement sur 3 ans et qu'on passe en charge l'électricité, que le déficit comptable du BNC s'applique également au stacking dans le BNC non professionnel au réel. Et du coup, pourquoi on se poserait... Enfin, c'est un peu bizarre de se poser cette question pour le stacking alors qu'elle se pose pas du tout pour le mining. en fait, à mon sens, elle se pose aussi pour le mining. C'est le régime BNC qui pose cette question. Parce que quand tu es en BIC, alors, et du coup, quand les sociétés fonctionnent en BIC aussi, tu es en comptabilité d'engagement. Donc, c'est à partir du moment où tu reçois la créance et au moment où tu reçois le token, qui est ou non, en fait, que tu l'aies ou non utilisé. Le point, c'est qu'en BNC, c'est une comptabilité de caisse. Et la comptabilité de caisse, c'est le paiement qui compte pour la comptabilisation. Après, sur les règles d'amortissement, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les règles d'amortissement, on les retrouve en BNC parce que on est allé piocher en disant que les biens qui servent durablement, il faut les échelonner la dépense dans le temps. Donc en fait, on se retrouve avec un truc qui fonctionne à peu près pareil sur les actifs, sur les immobilisations avec des amortissements en BNC, mais la règle de base reste le principe d'encaissement. Donc, à mon sens, on a la même question, le même débat se retrouve sur le mining et sur le stacking. Sur le stacking, on peut aussi se poser la question de savoir si on peut le qualifier juridiquement comme un prêt d'actifs pour la réalisation d'une opération.
Et à mon sens, il faut faire une distinction entre la personne qui fait du stacking actif, c'est-à-dire qu'elle gère un nœud et c'est elle qui prend le risque et fait les opérations de validation des opérations, et le stacking passif qui consiste à mettre à disposition des actifs à une personne qui va gérer le nœud. Et là, on n'est pas du tout dans la même situation, parce que quand on est en passif, c'est comme si on faisait un prêt d'argent pour réaliser une opération. Donc, vous voyez, c'est si on commence à analyser, ça peut aller très vite, très loin. Eh ben, on va clôturer cette table ronde. Si à midi, vous voulez faire un petit workshop sur la comptabilité de trésorerie versus la comptabilité d'engagement, on vous fera une belle animation pendant votre repas si vous voulez. Et merci à beaucoup. Et puis là,